Bienvenue sur mon podcast Nuit solaire. Je suis Audrey Atome, médium thérapeute, analyste, mais aussi gravement malade et handicapée. Et aujourd'hui, je te raconte mon histoire. Ce troisième épisode va donc être consacré à la suite des 2 épisodes précédents. Mais je te rassure, si tu n'as pas pu écouter les 2 d'avant, tu vas pouvoir tout à fait suivre parce que moi je fais un petit peu comme les séries, c'est-à-dire que mes histoires sont tellement longues à raconter que je préfère faire un petit résumé avant. Comme ça, si tu as pas pu écouter, si tu as pas envie d'écouter ou si tu as envie de piocher, tu sauras à peu près toujours où on en était. Donc c'est parti. Alors là, en fait, on était à l'été 2023 où je racontais que le début d'année avait été extrêmement difficile, où j'avais eu énormément de problèmes de santé de manière générale, mais aussi en lien avec, une grosse baisse de morale, un peu dépressive, en lien avec, des très grosses difficultés que j'ai eues avec mes auxiliaires de vie. Enfin, en particulier une qui me faisait vivre vraiment une période assez, infernale, qui était extrêmement difficile à vivre et du coup, forcément, au quotidien, c'était hyper dur à supporter et moi, ça m'a fait totalement chuter parce que, en fait, je me sentais plus en sécurité, je me sentais plus à l'aise, je pouvais plus être moi, je voulais même plus, tout simplement, me réveiller parce que sinon j'allais devoir tomber dessus, j'avais plus faim, bon bref, ça a vraiment dégringolé et puis, du coup, elle a eu un accident, elle est partie pendant plusieurs mois et là, ça a mis un peu de temps à se remettre en route parce que forcément, on n'avait pas d'autre auxiliaire de vie, donc c'est toute ma famille qui a dû s'occuper de moi à la place. Donc c'était une période quand même, sacrément compliquée. Mais malgré tout, étonnamment, mon état de santé a commencé à remonter petit à petit. Alors on se demandait un peu pourquoi, on se rendait compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été faites totalement correctement et qui du coup avaient, porté défaut à ma santé. Et malgré tout, j'allais quand même mieux, mais j'étais toujours pas dans un état vraiment très bien. Et on arrivait à un moment où mes médecins ne savaient plus du tout quoi faire, ni quel traitement faire, même avec des traitements alternatifs, on n'avait aucune idée. Et donc du coup, je cherchais une solution. C'est là que je racontais dans l'épisode numéro 2 que en fait, je savais au fond de moi, en 2010 que, j'avais une sorte de flash en regardant une série télé-réalité qui s'appelle les Real Housewives of Beverly Hills. Donc c'est l'histoire en fait de femmes au foyer, très riches à Beverly Hills. Donc vraiment c'est une télé-réalité avec des vraies femmes qui enfin c'est pas quelque chose de enfin c'est romancé on va dire, mais c'est pas une série, fictive ou quoi, c'était vraiment une série télé-réalité. Et en fait dedans, j'avais découvert Yolanda Hadid, qui était une très grande mannequin des années 80-90. Ça fait une semaine que j'ai enregistré le podcast et j'ai toujours pas été vérifier si c'était 80 ou 90. Mais bon, bref. Et donc, du coup, j'avais eu un flash sur elle en me disant que j'ai découvert qu'elle avait la maladie de Lyme, elle a commencé à en parler. Et donc, en fait, moi, j'avais exactement la même maladie. Je me suis dit, bon, elle, si elle a trouvé des solutions pour elle ou si elle va mieux pour elle, moi, je vais peut-être pouvoir m'inspirer de ce qu'elle a vécu pour aller mieux. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait exactement les mêmes traitements que j'avais déjà eus. Bon, elle avait des choses un petit peu supplémentaires parce qu'elle avait quand même, une sacrée richesse pour pouvoir, avoir des compléments alimentaires ou on va dire des perfusions, des vitamines et cetera en plus, mais globalement, elle avait vraiment les mêmes choses que moi et donc du coup, voilà, je la suivais vite fait de loin, mais je me suis dit: «Bon, elle, finalement, va pas pouvoir m'aider, plus que ça, même de loin». Par contre, dans la saison 2 de cette série, j'ai découvert ces 2 filles qui sont donc devenues en quelques années des mannequins extrêmement connus. Il s'agit donc de Bella Hadid et de Gigi Hadid qui font partie du top 5 des mannequins les plus connus au monde actuellement. Mais il faut savoir qu'en 2011, elles étaient pas du tout, du tout, du tout connues. Elles étaient même pas encore lancées dans le mannequinat. Et en fait, on venait de découvrir à peine les premiers pas de la plus grande des filles qui décidait de se lancer un petit peu dans le mannequinat. Et en fait, quand j'ai vu la deuxième fille, donc Bella Hadid, j'ai eu un flash immédiatement sur elle. C'est-à-dire que je savais qu'un jour, elle allait m'aider à faire changer ma vie, mais véritablement. Et en fait, on a découvert, 6 mois plus tard, alors que je la suivais du coup sur les réseaux sociaux, sur Facebook à l'époque, qu'elle avait fait une sorte de, comment on appelle ça? On va dire une sorte de conférence avec sa mère, où elle explique qu'elle aussi elle a la maladie de Lyme, que c'est une maladie très grave, hem,
qui n'est pas du tout reconnue, qui a très peu de traitement et en fait, ça peut faire vivre l'enfer parce que c'est une maladie invisible qui touche, vraiment beaucoup de parties du corps et qu'elle, en fait, elle est régulièrement handicapée par ça et en fait, du coup, je savais, elle, qu'un jour, elle allait pouvoir m'aider. Je ne savais pas pourquoi, je savais pas comment, mais il fallait justement que je continue à suivre, même si j'étais pas forcément intéressée par ce qu'elle faisait au quotidien et cetera et cetera. Donc du coup, à l'époque, je l'ai suivie sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est vraiment la seule mannequin que j'ai suivie, je crois de ma vie. Bon, récemment, on va dire, il y a Kendall Jenner et tout, que je suis depuis, 2-3 ans et encore, c'est tout. Moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui suit, ce genre de personnalité et cetera. Non pas que ça enfin, c'est juste que voilà, je suis pas très intéressée par ce qu'elle publie, mais moi, j'aime bien les certaines histoires de vie, mais elles en partageaient pas vraiment, donc c'est pas vraiment mon délire. Malgré tout, je la suis et j'essaye de voir si elle publie des choses de temps en temps et en fait, suite à cette conférence, elle ne reparlera pratiquement jamais de sa maladie de Lyme. On sait de loin par, certains contacts, par certains médias, par aussi, des associations comme l'association France Lyme ou Lyme sans frontières qui diffusent en fait des messages tous les mois pour, expliquer un petit peu les évolutions des situations. On sait un petit peu des infos sur certaines stars, comme par exemple Avril Lavigne, qui est extrêmement malade et qui l'a un petit peu plus médiatisée, qui d'ailleurs a une association qu'on avait eu en contact aussi. Mais j'ai toujours su qu'Avril Lavigne, elle allait jamais vraiment pouvoir, m'aider. Alors pas elle directement, hein, mais bon, son association et cetera. Ma mère était abonnée. Moi, je me suis même pas abonnée à Avril Lavigne, hein, c'est pour dire. Pourtant, il y en a une qui Avril Lavigne en parlait vraiment beaucoup sur ses réseaux sociaux à l'époque, sur Facebook et Bella Hadid, pas du tout. Mais moi, je sais que c'était Bella Hadid qu'il fallait que je suive et j'ai pas suivi Avril Lavigne. Malgré tout, ma mère, elle avait pris contact avec l'association, elle avait écrit, elle avait eu quelques échanges et tout, mais ça n'avait pas vraiment mené à grand chose. Donc voilà, les années ont passé, on croyait que les choses allaient évoluer, puis pas plus que ça. D'autres stars ont annoncé petit à petit qu'elles avaient aussi la maladie de Lyme, comme par exemple Justin Bieber. Alors ça, mais limite, il faudrait carrément que je vous fasse tout un podcast sur le sujet parce que cette histoire est juste assez ouf. Mais bon, passons. Donc bon, bref. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc l'été dernier, donc là, ça veut dire presque 10 ans plus tard, 10 ans après ces intuitions-là, donc moi, je suis toujours Bella Hadid sur les réseaux. Franchement, je ne like aucun de ses posts et tout. Mais un jour, ce qui se passe au mois de juin, alors que mon état était vraiment extrêmement compliqué, eh bien, c'était juin ou juillet, je sais plus, il faudrait que je le retrouve sur mon téléphone. Au mois de juin ou juillet, eh bien, elle publie un post en annonçant que, beaucoup plus officiellement, parce qu'elle n'en avait pas parlé depuis plus de 10 ans, elle annonce que du coup, elle a la maladie de Lyme depuis plus de 10 ans, qu'elle avait été soignée, enfin que ça allait mieux, mais que malheureusement, elle avait replongé et qu'elle était en une crise extrêmement forte depuis 2-3 mois. Exactement la même période que moi où j'ai commencé à faire des sortes de flambées, c'est-à-dire de moments extrêmement hautement inflammatoires. Et du coup, je me suis dit: «Oh la coïncidence!» Bon, je sais, il y a aucune coïncidence, mais on s'en fout. À l'époque, je me suis dit: «Waouh, la coïncidence de fou!» c'est-à-dire qu'elle rechute en même temps que moi et elle annonce un message alors que moi, pile, mais genre 2-3 jours avant, j'étais en mode envoyer pas envoyer un message de l'univers parce que ou même si je suis médium, si je suis intuitive et cetera, je suis pas du genre en mode: «Ouais, j'envoie des messages de l'univers», comme ça. C'était plutôt une pensée très profonde, c'est pas une intuition qu'on dit, c'est une intention. J'avais l'intention de recevoir de l'aide. J'ai dit: «Je suis désespérée, je cherche depuis une semaine s'il y a pas des cliniques, à l'étranger qui pourraient m'aider». Donc je cherche beaucoup de cliniques et cetera depuis mais même pas une semaine, hein, je pense que ça faisait quand même 2-3 semaines que je cherchais bien et je trouvais rien. En plus de ça, moi j'ai un handicap de lecture, donc je tombais sur des sites, mais je m'arrête très rapidement parce que j'ai beaucoup de mal à lire. Donc moi, la plupart du temps, mes tris, c'est très compliqué parce que j'ouvre plein de pages internet et en fait, je vais lire à peine 3-4 lignes, un paragraphe au grand maximum et comme je vais pas réussir à aller plus loin, ben, pas forcément, je suis quand même assez embêtée, donc du coup, je suis uniquement à l'intuition. C'est-à-dire, est-ce que je sens le site ou pas? C'est-à-dire vraiment intuitivement, OK, est-ce que ça vaut le coup que je garde le site en mémoire,
que je travaille comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines pour lire le site internet, essayer de comprendre, ou alors que j'envoie justement à soit ma mère qui peut m'aider à lire et résumer, ou alors des amis qui m'aident aussi à ça. Ouais, j'ai des amis qui sont très, très gentils. Des fois, je leur envoie des sites internet, je leur demande de résumer. Parfois, il y a vraiment pas beaucoup de paragraphes, mais bon, j'envoie quand même parce que je galère à lire, bref. Donc vraiment, je choisis mes sites à l'intuitif et cetera. Je tombe sur, 1-2 sites intéressants, mais en même temps, je suis pas du tout admissible. Donc je suis vraiment, très, très embêtée. Je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire? Je comprends pas». Je continue mes recherches, puis à un moment donné, je me dis: «Bon, arrête quelques jours, fais-toi confiance, les choses vont arriver. Il y a un truc là qui va arriver, je le sens et tout, et ça sert à rien de chercher plus sur internet, ça te fatigue, t'arrives pas à lire, tu pleures à chaque fois que tu ouvres un site internet, laisse poser quelques jours». Et là, boum, une semaine plus tard, il y a Bella Hadid qui poste ce post-là, en disant qu'elle va très mal, qu'elle a fait une rechute. Et en fait, elle pose plusieurs slides en fait sur Instagram. C'est-à-dire qu'il y a à peu près, je crois, 8 ou 10 slides avec des photos d'elle extrêmement amaigrie, une autre photo où elle est dans une clinique à recevoir des perfusions, etc., etc. Et surtout, un papier qui indique qu'elle est véritablement malade et qu'elle est reconnue grâce à des laboratoires américains qui reconnaissent en fait la maladie de Lyme, mais aussi des co-infections. Alors, la maladie de Lyme, c'est en fait une infection. Donc, comme toute infection, c'est une maladie par bactérie. Donc, en fait, il y a la bactérie qui s'appelle la borréliose, qui correspond à la maladie de Lyme. Et en fait, ils se sont rendus compte, il y a un petit moment maintenant, que lorsqu'on tombait malade de la maladie de Lyme, en général, on attrapait d'autres co-infections avec. Les co-infections, bah, ce sont des infections c'est des copines. Non, je rigole, c'est pas des copines, c'est des conjointes, quoi. Bref, elles font de la partie de la même famille et en général, eh bien, il y a plusieurs infections qui sont, on va dire, voilà, qui vont en même temps que, enfin, qui arrivent en même temps que les autres maladies qui sont infectées. Oh, j'ai du mal, hein, qui sont infectées en même temps. Et donc en général, on est infecté par plusieurs co-infections. On n'a pas que le Lyme, on en a plusieurs. Donc ça s'appelle normalement, on ne dit plus normalement la maladie de Lyme, on dit les maladies vectorielles à tiques, parce qu'en fait, ce sont des maladies qui sont transmises principalement par des tiques. Donc voilà, c'est vraiment tout un bordel. Et donc du coup, on découvre ce papier-là où elle indique qu'elle a effectivement la borréliose, donc la maladie de Lyme, et d'autres co-infections, ça correspond à peu près à la même chose. En fait, je vais pas trop détailler ici, mais quand même pour que vous puissiez un peu comprendre. En fait, il y a, chaque infection donne des symptômes, différents. Ce qui fait qu'en fait, il peut y avoir plusieurs personnes qui ont la maladie de Lyme et une co-infection et pas du tout, du tout les mêmes symptômes. Il y a des personnes qui vont être en fatigue énorme avec grosses douleurs. Il y a d'autres personnes qui vont être lourdement handicapées. Il y a des personnes qui vont avoir des problèmes surtout neurologiques. D'autres, ça va être cardiaque. D'autres, ça va être, plutôt articulaire, musculaire, etc. Cognitif aussi. Bref, il peut y avoir de tout. Et là, en fait, sur sa liste, je lis vraiment ce qu'elle a comme co-infection. Elle diffuse pas tout, mais elle montre ses co-infections. Et là, je me dis, mais c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai les mêmes. Je vais ouvrir mon dossier personnel que j'étais en train de refaire depuis pile poil 9 mois. Ça faisait 9 mois que j'étais à fond dessus. Donc du coup, tout mon dossier médical, j'avais trié, j'avais mis bien en place. Je pouvais retrouver toutes les informations beaucoup plus facilement. Parce que moi, il faut savoir que j'ai un dossier médical qui est énormissime parce que j'ai eu énormément de consultations dans ma vie, énormément de traitements dans ma vie. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses et en fait, moi, j'ai vraiment un dossier médical qui date depuis genre ma naissance. C'est pas genre, ouais, c'est arrivé 10, 12, 15 ans ou je sais pas quoi. C'est vraiment depuis ma naissance. Donc c'est-à-dire que mon historique santé est énorme et si on reprend que de la base de la maladie de Lyme, et co-infection, ça débute vraiment de manière assez forte en 2002. C'est-à-dire que j'ai essayé de résumer et de mettre tout en place et faire un beau compte rendu depuis 2002 jusqu'à 2023. Et c'est énormissime. Vous voyez pas la pile que ça fait, c'est énorme. Mes parents, ils avaient tout numérisé et tout mis sur un disque dur externe. Mais du coup, il y a tout qui est réuni. Mais par contre, c'est forcément, il y a trop de choses. Donc moi, j'avais tout réuni. Et là, boum, heureusement que j'avais fait ce tri-là. Parce que je retrouve en 2 temps, 3 mouvements exactement les co-infections que j'ai et je découvre qu'on a exactement les mêmes. Et genre les
mêmes. Ce qui veut dire que du coup, on a en grande partie, normalement, plus ou moins les mêmes symptômes. Alors, à des niveaux différents, hein, parce qu'on rappelle qu'elle fait quand même des catwalks, la meuf, et qu'elle, enfin, bon, en gros, elle fait des défilés, elle est mannequin, elle fait des photoshoots et nanana. Moi, personnellement, le seul photoshoot que je fais, c'est moi avec mon téléphone, quand j'arrive à lever mon téléphone, et c'est pas très, très, très souvent. Voilà, elle peut quand même marcher, au moins sur un podium, ou alors quand elle est en crise, elle marche moins, mais elle peut quand même marcher, la meuf, hein. Moi, je sais pas marcher depuis genre 12 ans maintenant, ou 13 ans, je sais même plus où on en est. Donc du coup, voilà. Mais on est plutôt sur le même domaine de maladie, enfin d'état de maladie et surtout de co-infection, quoi. Là, je me dis, what the fuck, quoi, j'ai les mêmes co-infections qu'une meuf à l'autre côté de la planète qui vit une vie totalement à l'opposé de la mienne. Je trouve ça assez hallucinant. Pour être honnête, je suis pas très envieuse de son métier, même si, on va dire la vérité, je suis bien envieuse de son blé, parce que avec de l'argent, je pense que peut-être je m'en sortirai un peu mieux dans ma vie. Non, je rigole, je pense que finalement, l'argent, je pensais que ça aidait vraiment lorsqu'on était malade, mais lorsqu'on voit des gens qui sont comme ça multimillionnaires, voire milliardaires, qui sont toujours autant malades et qui ne guérissent pas après autant d'années, franchement, ça fait très très peur. Bref, je m'égare encore une fois pour en revenir au fait que je vois ce papier-là et en fait, elle avait coupé le nom du coup du laboratoire qui avait fait cet examen. Alors, il y avait des petits indices, etc., qui étaient vraiment coupés, coupés, coupés. Alors moi, j'ai commencé à prendre des captures d'écran de tout son poste parce que je savais qu'elle allait le supprimer. Ce qu'elle a effectivement fait, elle a tout supprimé. Donc ben, là, je me suis dit, oh, Audrey, alléluia, quelle intuition tu as d'avoir tout pris en capture d'écran. Et c'est vraiment les seuls posts qu'elle a supprimés, hein. Les autres, elle les supprime jamais. Et celui-là, elle l'a supprimé. Donc moi, j'avais eu le flash, fallait que je prenne. Bam, bam, bam. J'ai pris les screenshots et tout. Et là, du coup, j'ai gardé les screenshots et j'ai commencé à faire une enquête. Non, mais je me suis trop pris pour inspecteur gadget, c'est-à-dire inspecteur 2.0 de la nullité. Mais malgré tout, j'ai quand même cherché. Et là, j'ai trouvé un bout du laboratoire. Je me suis dit, nickel, j'ai trouvé le laboratoire. Je vais essayer de voir où j'en suis et je vais faire l'examen sanguin dans ce laboratoire. Je découvre que c'est un laboratoire qui est quand même assez réputé. En fait, il en existe des centaines, hein, dans le monde, on va être très honnête, mais on ne sait pas toujours qui sont les plus efficaces. Et effectivement, eux, ils avaient été récompensés par plusieurs, on va dire, plusieurs prix d'innovation, on va dire, par des nouveaux systèmes de détection de certaines pathologies, etc., etc. Je me suis dit, bon, nickel, je vais le faire, etc. Et puis là, je vois quoi? Je vois les prix. Oh my god, c'était, je crois, le truc basique pour le Lyme et co-infection, c'était genre 1000 $. Je me dis, bordel. Et vous savez que le pire, c'est que là, vous allez voir à quel point, quand même, on dépense énormément pour sa santé, on est habitué. C'est que j'ai vu 1000 balles, je fais, oh, c'est chaud. Mais bon, ok, c'est normal. Genre, c'est normal. Dans ma tête, je me suis dit, c'est normal. Genre, j'ai même dit à mes parents, après, je leur ai dit, ouais, c'est 1000 balles et tout. Ils m'ont dit, oui, bon, bah, c'est le prix, hein. C'est-à-dire que moi, tous les examens que je fais à l'étranger, ça coûte une blindaxe, ça coûte extrêmement cher. On se rend pas compte à quel point en France, on est aidé pour certains examens, parce que franchement, on est quand même extrêmement bien remboursé. Bon, le souci, c'est qu'ils ne font pas des examens aussi poussés qu'à l'étranger, et on est vraiment très en retard au niveau de la médecine française actuellement, ce qui est dommage parce qu'on était quand même les pionniers mondialement de énormément de choses en médecine. Mais bon, bref, la médecine se perd en grande partie et aussi parce que, en fait, on est remboursé, hein, parce que forcément, les laboratoires n'ont plus certains moyens en France de pouvoir développer certains produits vu qu'ils sont limités en lien avec l'assurance maladie, gna gna gna. Donc, bref, c'est souvent à l'étranger qu'on va maintenant faire des nouveaux examens et puis diagnostiquer de nouvelles choses. Donc du coup, voilà, ça coûte une blinde. On se dit, ok, pour finalement, en fait, il y avait 2 examens à faire. Ça m'a coûté genre 2000, non, 1200 $, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment donné que je me suis dit, bon, bah, moi, justement, je me sens prête à lancer mes box, comme j'avais expliqué dans l'épisode précédent. Et donc, en fait, grâce aux box, j'ai réussi à récolter tout cet argent-là pour ce premier examen important. Donc du coup, je récolte cet argent et moi, ce qui était très important pour moi, bah, c'est de ne dépenser cet argent que quand moi j'aurai fini
les box. C'est-à-dire que même si l'argent est rentré dans les comptes de l'association, grâce à un travail que je proposais en précommande, pour moi, il était tout à fait hors de question de payer ces examens-là, alors que je ne vous les avais pas encore envoyés. Et c'est pour ça que normalement, je devais vous les envoyer, fin septembre, c'est-à-dire vraiment au tout début de l'automne. Alors il y a plein qui m'ont dit: «Non mais Audrey, c'est bon, vas-y, tu peux le faire quand même et tout parce que ça va aller». Mais je lui dis: «Mais imaginez, il m'arrive un truc, genre le moindre pépin, mon état de santé se dégrade encore plus et ta et je peux pas vous rembourser. Ah, j'aurais été trop, trop mal». Donc du coup voilà, moi c'est l'éthique avant tout. Donc du coup, je me dis: «OK, ben, du coup, comme ça va me donner, un coup de boost», c'est-à-dire, du côté, vous faire grave plaisir parce que c'est vraiment quelque chose que vous attendez, que vous avez envie. Moi, ça me fait de ouf plaisir parce que j'adorais cette histoire, de boxe et puis de guidance et cetera, et puis le côté aussi, faire avancer mon état de santé. Donc du coup, on en était arrivé à peu près à ce point-là et en même temps, là, bam, une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ma belle Hadid reposte un autre post où elle reposte des choses sur sa santé. Et de nouveau, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause en fait son état de santé et sa maladie. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dû faire une sorte de, pas de démenti, mais de post affirmatif dans le sens, je vous confirme que je suis réellement malade, que j'ai vraiment suivi des traitements, que je suis reconnue, même si c'est reconnu par des organismes parallèles. Vous imaginez quand même, la meuf, c'est vraiment une multimillionnaire. Et puis même s'il n'y avait pas que elle, entre sa sœur, sa mère et son père, elle a absolument les moyens de trouver vraiment les bons médecins. Vous imaginez que du coup, la seule chose en fait qui fait qu'elle est reconnue, c'est quand même des examens qui sont quand même à moitié-moitié reconnus et c'est la seule chose sur laquelle elle peut compter, quoi. Donc c'est quand même assez particulier comme maladie, c'est vraiment difficile à mettre en place et puis c'est pas reconnu partout. Et donc du coup, elle a fait ces postes-là, c'était sûr, hein, pour expliquer vraiment cet état de santé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle poste un deuxième post. Et là, en fait, elle lui montre carrément, un diagnostic encore plus précis d'un autre médecin qui l'a suivie et on voit que c'est plutôt en Belgique. Je me dis: «Waouh, OK, la meuf, elle a plein de spécialistes américains et en fait, elle se fait soigner par un médecin belge. C'est quoi le délire?» Et je me dis d'un autre côté: «Bah, tant mieux qu'il soit belge le gars ou que sa clinique soit en Belgique». Parce que moi, j'habite actuellement dans le nord depuis 2010 et je suis donc du coup juste à côté de la Belgique. Je me dis: «Dis donc, pas mal de coïncidences qui pour une fois tombent bien». Parce que sinon ça aurait été un peu galère si on était tombé en Roumanie et tout, parce que j'avais trouvé une clinique en Roumanie. Alors d'ailleurs vous me direz: «Ouais, non mais faut mieux pas faire confiance aux Roumains et cetera, nin Bah, sachez qu'ils ont, des médecins extrêmement intéressants en Roumanie. Ils ont vraiment comment on dit ça? Une, des études qui sont vraiment beaucoup très différentes de celles qui sont faites en France et en fait, il y a un travail pluridisciplinaire dans leurs études et surtout dans leur travail après. C'est-à-dire que, par exemple, on va dire un cardiologue ne travaille jamais seul. Il travaille toujours à plusieurs et ça, en fait, en France, c'est un truc qui nous manque quand même énormément. Pour moi, avoir été, beaucoup à l'hôpital et cetera, il est très rare que les médecins travaillent véritablement ensemble, ensemble, ensemble. C'est-à-dire qu'ils fassent les réunions, les trucs et les machins ensemble. En général, ils font tout seuls, ils se passent les dossiers, ils essayent de suivre les uns les autres à distance, mais ils sont pas vraiment au courant de tout ça. Bref, je me suis encore, perdue. Donc je reviens au sujet. Donc elle poste ce deuxième poste et là, je vois que c'est en Belgique. Il y a une clinique en Belgique pas loin. Il a aidé sur le sujet. Et là, de nouveau, elle coupe en grande partie les noms des médecins et de la clinique qui l'a suivi. Mais j'enquête, bon, elle a pas énormément bien caché hein, non plus, parce que si j'ai réussi à trouver, c'est que bon, c'était quand même pas très bien caché, hein, parce que moi je suis une enquêtrice de l'invisible, mais alors une enquêtrice du visible, pour moi, c'est pas toujours le cas. En général, je peux passer à côté de certaines infos. Bref. Donc du coup, j'arrive au bout de il me semble, il m'a fallu, je crois, 2 3 semaines avant de trouver le nom du médecin. J'avais pas le nom de la clinique, bon, c'était un bordel. Je trouve le nom du médecin et je commence à chercher. Et là, il se passe rien. Je vais me cracher dans le micro. Il se passe rien. Je trouve pas vraiment,
enfin, je trouve plein d'articles sur le médecin, je trouve plein de choses différentes sur ce médecin, mais je trouve en aucunement le moyen de le contacter ou de prendre rendez-vous avec lui. Mais vraiment, il y avait rien du tout, quoi. Et là, du coup, je me suis mise à chercher, mais je vous jure, pendant 3 mois. Pendant 3 mois, j'ai cherché, alors pas tous les jours, mais bon, quand même, beaucoup. J'ai cherché ce médecin qui était perdu dans la pampa belge. Je me suis dit: «Mais comment c'est possible, en fait, de trouver le médecin, de trouver des tonnes d'articles?» Mais il y en avait vraiment beaucoup. Je vous dirai pas quel sujet parce que c'est plein d'articles un petit peu particuliers qui détaillent des trucs de santé, donc je vous le dirai pas ici, mais vraiment, il y avait plein d'articles, mais le gars introuvable. Et effectivement, je trouve certains trucs qui disent que il est parti exercer ailleurs, qu'il est parfois aux States et parfois il est en Suède, qu'actuellement il est beaucoup en Suède et tout, mais aucun moyen de le contacter. Bam! Je suis désespérée, je suis trop triste, je me dis: «Mais mince, je vais jamais y arriver en fait, dès que j'ai des nouvelles pistes, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui va, gna gna gna». J'étais dégoûtée. Bref, mais j'abandonne pas parce que je sais, que je suis pas non plus une très grande chercheuse. En parallèle de ces recherches, moi je continue à essayer de trouver des solutions pour, voir s'il y a pas des choses qui peuvent m'aider encore mieux. Et en fait, j'ai une intuition, mais, obsessionnelle l'été dernier, mais vraiment hyper fort. D'ailleurs, quand j'en parle, mon oreille droite siffle. Donc je sais qu'il y a un truc. Et dans mon obsession, vraiment l'année dernière, je suis persuadée, mais persuadée, qu'il y a un truc génétique et qu'il faut que je cherche un truc génétique. Mais vraiment, ça devient genre obsessionnel, mais genre grave, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'ai un truc en tête, c'est-à-dire que j'y pense tout le temps, jusqu'à y arriver, quoi. Donc je vais un peu loin et tout, mais je commence à chercher des organismes en lien avec justement des examens génétiques. Et je suis en mode vraiment où je me dis: «Ouais, de toute manière, là, faut se donner les moyens, faut trouver une solution, faut s'activer, peu importe ce que ça va me coûter en temps, en argent, en énergie ou en quoi que ce soit». En fait, il y a personne qui arrive à trouver pourquoi, en fait, mon état est si grave et pourquoi aussi mon Lyme ne guérit pas comme les autres personnes. Et on sait qu'il y a une autre maladie qui traîne pas loin, on sait qu'il y a quelque chose. Alors, j'ai été diagnostiquée, il y a quelques années aussi du SED, c'est le syndrome des lèvres dans l'os, qui peut jouer énormément sur le fait que le Lyme ne guérisse pas. Mais là, j'ai quand même un truc en tête, je sais qu'il y a un truc génétique. Mais genre vraiment. Donc du coup, là, je me mets à chercher comment c'est possible justement d'essayer d'enquêter sur ce sujet-là. J'essaye de voir si je peux avoir des rendez-vous avec des médecins généticiens en France. C'est pas possible. J'en avais déjà rencontré un en Martinique, mais il y a eu un souci lors de la consultation parce que non mais vous allez rigoler, moi il m'arrive toujours des looses, hein. Ça quand je vous parlerai vraiment de toutes les étapes santé, vous allez voir, mais c'est juste des histoires what the fuck tout le long. C'est vraiment, je pourrais en faire un film de ma vie de santé parce qu'il m'est arrivé tout le temps des trucs, mais improbables. Faut savoir qu'en Martinique, j'étais en Martinique entre 2008 et 2010 et pendant cette période, mon état s'est extrêmement dégradé et je me suis retrouvée, pendant un moment dans une clinique de rééducation et en fait, ils voulaient avant que je vive, certaines choses terribles, ils voulaient vraiment vérifier s'il y avait quand même pas, quelque chose de caché et cetera et cetera. La médecin de la clinique n'y croyait absolument pas, elle croyait que c'était, psychiatrique ou psychologique dans ma tête et tout. Et elle était pas trop motivée à ce qu'on cherche, mais il y a justement d'autres médecins qui ont dit: «Non, elle a quelque chose, c'est sûr, faut qu'on trouve». Et en fait, en Martinique, ils ont reçu, à un moment donné, un médecin généticien qui venait exprès de métropole, je sais plus, je crois qu'il venait de Bordeaux en plus et le gars a un ponte de la génétique et tout et en fait, le gars, il venait genre, juste aider en Martinique pendant une semaine. Boum, ils galèrent à prendre un rendez-vous pour moi, mais ils arrivent à en trouver un très rapide et cetera. On se rend au rendez-vous, à ce moment donné avec ma mère et là, on attend des heures et des heures. On avait rendez-vous en début d'après-midi et finalement, on a eu rendez-vous en fin d'après-midi, donc j'ai dû attendre toute l'après-midi, la journée dans cette salle d'attente. D'ailleurs, c'était très drôle parce qu'ils diffusaient sur une petite télé, c'était très rare qu'il y avait des télés dans les salles d'attente à ce moment donné, mais là-bas, il y en avait et ils passaient la série The 70 Show qui m'a permis de tenir toute la journée. Et là, on entre dans le cabinet du médecin généticien qui s'excuse d'être en retard et cetera
qui cherche du coup mon dossier qui devait être envoyé par cette médecin un peu particulière, non, on va dire très méchante, une vraie connasse en fait. C'est d'ailleurs je l'appelle la connasse. C'est je crois la pire médecin que j'ai rencontrée de ma vie. Ça fera partie de d'un autre épisode. Mais donc du coup, cette médecin, cette grosse connasse, bah, n'avait pas correctement fait, vérifier ou envoyer les papiers ou que sais-je. En tout cas, on arrive devant le médecin et mon énorme dossier de l'époque n'est pas sur son bureau. Il me dit: «Je suis désolé, je n'ai pas votre dossier, on m'a rien envoyé, j'ai rien. On devait me l'envoyer, mais j'ai rien, rien du tout». Il m'a gardé, mais même pas 5-10 minutes. Il dit: «Je suis désolé, je peux rien faire sans votre dossier». Et en même temps, on a discuté un peu parce que ma mère insistait, elle lui a dit: «Ouais, quand même, essayez de voir si s'il y a pas quelque chose et cetera, posez-nous des questions». Et en fait, il me pose des questions et il doute sur plusieurs maladies génétiques. Et il le fait quand même passer dans le dossier et il dit: «Malheureusement, je dois rentrer, bah, demain en métropole, donc j'espère que mes messages vont suivre et qu'on va pouvoir continuer l'enquête». Bon, bah, devinez quoi? En plus de mon dossier perdu, bah, finalement la médecin ayant vu son court résumé, elle a dit: «Bon, bah, c'est qu'il a dû rien trouver et tout». Et en fait, elle a totalement mis ce sujet de côté. Donc du coup, en fait, il y a eu des recherches à cette époque, mais pas plus que ça. Et ensuite, moi l'année dernière, j'ai essayé de voir avec mes médecins s'il était possible, de faire de nouvelles enquêtes et tout, génétiques. Et en fait, pareil, comme en fait j'ai trop de symptômes, bah, je rentre pas dans les catégories où je peux rencontrer un généticien. Donc ça m'a été encore refusé l'année dernière. J'étais dégoûtée, dégoûtée. Et puis surtout parce qu'ils voulaient pas prendre de personnes en visio ou à distance et que me déplacer jusque dans un hôpital, c'était trop compliqué pour eux. Bref, ils ont préféré ne pas le faire. Donc je me suis dit: «Bon, c'est pas grave». Grâce au Covid, il y a quelques années, on a pu faire des consultations, à l'étranger et cetera, nin. Je vais essayer de trouver un autre moyen. Donc là, j'essaye de contacter, mais des dizaines et des dizaines de labos en Europe, mais aussi dans le monde, pour essayer de voir si c'était possible de faire des tests génétiques. Mais le truc, c'est qu'il y a des règles et des lois en France qui font qu'on n'a pas le droit de faire d'examen génétique sans l'accord ou sans l'aval d'un autre médecin généticien en France. Donc si on n'a pas une autorisation en France, on n'a pas le droit de faire des examens médicaux génétiques à l'étranger, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni en Suisse ou quoi que ce soit. Donc du coup, boum, débitée, je me dis: «Mais c'est pas possible, je sais qu'il y a quelque chose, je sais qu'il y a plein de membres de ma famille, plus ou moins éloignés, qui pourraient vraiment en plus, donner des pistes en lien avec ça, mais non, en fait, il y a rien». Parce qu'en fait, j'ai des cousines éloignées qui ont des états un peu comme le mien, donc ça pouvait être quelque chose de cohérent. Puis finalement, ça tombe à l'eau. Je suis au bout de ma vie, je suis dégoûtée. Surtout qu'au début, je voyais, c'était des prix, faramineux, mais je me suis dit: «M'en balèque et tout, moi de toute manière, je suis une meuf motivée, je vais pouvoir travailler à fond et je vais trouver cet argent-là pour l'association et je pourrai payer tous ces examens». Et en fait, non, les lois françaises font que c'est pas possible. Donc du coup, je suis dégoûtée, j'en ai marre, je trouve toujours pas ce fameux médecin belge et donc c'est la cata. On arrive à la fin de l'été, on est au mois d'août et donc moi j'avais passé déjà presque 3 mois à chercher justement des médecins, des solutions, cette histoire avec, le médecin belge, avec, la génétique. Et en fait, j'avais fait pendant ce temps-là toutes mes recherches toute seule. C'est-à-dire que je voulais vraiment avoir mon autonomie et puis essayer de trouver des choses un peu par moi-même. Parce qu'en fait, pour remettre les choses dans le contexte, moi quand je suis tombée malade, j'étais dans un état tellement grave et j'étais aussi tellement jeune que j'étais incapable de faire mes recherches moi-même. Donc en fait, pendant très longtemps, c'est ma mère qui faisait ces recherches-là. Et du coup, quand mon état s'est dégradé et que nos relations avec ma mère se sont dégradées aussi et dans ma famille il y a quelques années, bah, ça commençait à être extrêmement compliqué parce que du coup, forcément, c'est ma mère qui avait plus de connaissances, que moi sur mes propres maladies. Mais de toute manière, j'étais incapable de pouvoir faire plus. Et du coup, forcément, lorsque les relations, deviennent plus conflictuelles, deviennent compliquées, bah, ça devient juste une véritable galère parce que c'est comme si en fait, tu plus rien, tu plus aucune connaissance, tu plus aucune aide, tu tout seul, quoi. Et donc du coup, moi, ça faisait à peu près une année que je reprenais les choses, en main, parce que j'avais de nouveau la capacité de pouvoir réfléchir, penser et un peu plus, travailler par moi-même. Donc du coup, moi, je voulais vraiment pouvoir, réussir toute seule, en fait.
Donc du coup, j'avais passé toute cette période-là à chercher toute seule et en fait, je me rends compte qu'en cherchant justement auprès des généticiens, que quand je les ai en contact au téléphone, j'avais eu en fait, c'était une abonnée justement sur les réseaux, qui m'a donné le contact d'une clinique en Suisse qui fait justement ces recherches génétiques et en fait, je les ai contactés carrément au téléphone et au téléphone, ils m'ont dit: «Bah non, excusez-nous, mais si vous pouvez pas vous déplacer, on peut pas vous prendre, en visio et cetera. Nous, on a des médecins, généticiens, donc il y aurait pas de souci pour vous prendre en rendez-vous, mais par contre, faut vous déplacer». Et moi, je pouvais pas me déplacer. Et là, ils me disent: «Bah, dans ces cas-là, sinon il faudrait que ce soit, les parents qui se déplacent et qui fassent eux-mêmes les examens et forcément, bah, si on fait des examens sur les parents et qu'on trouve quelque chose, c'est que forcément vous aurez quelque chose par génétique, normalement, quoi». Et donc là, je suis dans une situation quand même où je me dis: «Eh merde, en fait, la solution, ça va être que je vais devoir de nouveau retravailler, on va dire, avec mes parents». Alors, pour le petit rappel, ça faisait du coup, bah, là, on arrivait aux 6 mois où mes parents se reoccupaient de moi de nouveau parce que mon auxiliaire de jour était parti et que mon auxiliaire de nuit avait dû arrêter du jour au lendemain parce que, du coup, elle a eu une maladie très grave et donc du coup, elle s'est retrouvée très rapidement à l'hôpital. Donc en fait, mes parents, ils ont dû récupérer tout le travail de mes auxiliaires de jour et de nuit, donc une vraie galère. Forcément, au début, c'était quand même très, très conflictuel parce que, c'est très difficile, en fait, pour eux d'avoir, un rapport avec moi qui est à la fois le rapport, parent-enfant et le rapport, soignant et soigné, en fait. Et donc du coup, il y avait pas, cette limite-là, je me sentais pas forcément de mon côté, respectée en tant que malade et j'étais tout le temps, on va dire, je me sentais toujours rabaissée en tant qu'enfant, donc c'était assez compliqué et puis moi qui essaye de prendre, on va dire «mon indépendance» entre guillemets, je me retrouvais de nouveau avec mes parents qui s'occupent de moi. Bref, une vraie galère et puis on était vraiment dans des relations qui quand même très, très, très conflictuelles, particulièrement avec ma mère. Avec mon père, ça s'était résolu vraiment au début d'année où on avait, passé toute une nuit, à vraiment, au début on s'engueulait et puis ensuite on a beaucoup discuté et puis on s'est vraiment ouvert notre cœur et tout, il s'est passé plein de choses. Donc avec mon père, on a vraiment amélioré notre relation et c'était très, très, très cool. Mais avec ma mère, ça a mis, vraiment beaucoup plus de temps parce qu'on est 2 caractères assez similaires, mais en même temps, on n'a pas du tout le même point de vue. Donc c'était assez compliqué et donc voilà. Et donc du coup, au fur et à mesure des mois, bah, déjà mon état s'améliore un petit peu petit à petit. C'est-à-dire que même si mes parents s'occupent de moi et que c'est très conflictuel, et bien malgré tout mon état s'améliore. On se rend compte qu'effectivement avec, une de mes auxiliaires, enfin l'auxiliaire de jour, et elle posait des problèmes au quotidien qui moi affaiblissaient ma santé et me mettaient dans un état encore, plus grave. Donc du coup, on s'est rendu compte de pas mal de choses et je pense que, ma mère s'est rendue compte de nouveau de quel était en fait mon quotidien et la galère de mon quotidien. Parce que même si elle le connaît, même si elle le sait et cetera, parce qu'on l'a vécu ensemble pendant des années, bah, une fois que tu en sors, tu y penses plus forcément et puis en fait, elle s'est rendue compte de plein de choses qui n'allaient pas et que moi je pouvais rien faire parce que je peux pas me défendre face à certaines personnes, auxiliaires, en particulier justement qui ont tout pouvoir en fait chez moi et ça, c'est très embêtant. Donc du coup, en fait, il y a plein de choses qui ont été remises en route, remises en place et cetera et donc du coup, je me retrouve à ce moment donné où vraiment le sujet de la génétique reste quand même beaucoup présent et donc du coup, j'ai décidé de rediscuter avec ma mère et en fait, je lui explique un petit peu les démarches que j'avais fait. Bon, elle avait un peu vu, hein, parce que je poste sur les réseaux donc elle voit sur les réseaux et tout. Mais du coup, en fait, là, on en rediscute de manière, un peu plus importante. D'ailleurs, c'est très drôle, je viens tout juste de couper le podcast parce que ma mère vient tout juste de m'envoyer un SMS. Je suis morte de rire, elle a dû avoir les oreilles qui sifflent. Bref, donc du coup, ce qui se passe, c'est que je lui en parle, je lui explique ma démarche, je lui dis: «Écoute, ta, 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 voici mes preuves plus ou moins matérielles, on va dire et ensuite mes intuitions». Je lui dis: «Intuitivement, je sais, je te le dis. Je sais qu'il y a un truc, génétique et puis en fait, je pense qu'il y a un truc de ton côté forcément». Et donc du coup, forcément, je ne peux pas enquêter seule. Malheureusement, je peux pas enquêter seule. Donc le côté maternel, en fait, je les questions enfin, comment dire? Pour pouvoir comprendre un petit peu la situation, santé familiale, il faut pouvoir se renseigner auprès des personnes concernées. Donc faire cette démarche toute seule de génétique, c'est vrai que ça aurait été un petit peu bête. Mais bon, bref, donc du coup, je lui en parle.
Elle est pas très sûre, mais moi je sais qu'il y a un truc qui traîne, je sais qu'il y a un truc pas loin et en fait elle connaît mes intuitions. Elle sait que quand j'ai une intuition, il y a une raison. Puis en même temps, mes arguments étaient plutôt intéressants, surtout lorsqu'on se renseigne sur la génétique un peu plus haut au niveau de ma famille. Même si en fait, la mère de ma mère a été, abandonnée et que du coup on ne pourra pas remonter très haut, on sait quand même que on peut peut-être potentiellement trouver des choses et donc je lui en parle et je lui dis: «Bah oui, mais alors pourquoi pas sinon, que toi tu puisses aller voir justement ces fameux médecins, en Suisse et puis faire des examens». Même si elle de son côté c'est OK dans sa vie et tout, qu'elle a pas les mêmes problèmes de santé de moi, du tout, du tout, du tout. Elle s'est dit: «Bon bah, pour faire évoluer la situation, bah, je vais peut-être, le faire quoi». Comme du coup on va dire, un moyen d'ouvrir des pistes de son côté. Et puis finalement, il se passe quand même pas mal de choses entre-temps et donc du coup finalement, ça tombe un peu à l'eau, on va dire, pour les prochains mois. Mais le sujet reste en suspens parce qu'on sait qu'il y a un lien, on sait qu'il y a quelque chose, qui est en train de, enfin, il y a quelque chose qui traîne derrière. Et moi, je sais pas encore vraiment ce que c'est. Normalement, je devrais avoir quelques petites nouvelles bientôt, mais mais je n'en sais pas plus. Bref, donc du coup, finalement, cette discussion, elle permet aussi, de réouvrir aussi une relation un peu différente pour qu'en fait, elle puisse remédier sur certains sujets, au niveau de ma santé, refaire évoluer différemment les choses. Et en fait, jusqu'à présent, bah, je voulais vraiment faire ces démarches toute seule, même si j'étais en galère et même si je voyais bien que j'y arrivais pas, hein. Fallait être très honnête, j'étais pas du tout en état pour y arriver. Mais on va dire comme je suis un peu têtue, que j'ai la tête dure et que moi, je quand j'ai un objectif en tête, je ferai tout pour y arriver, même si ça m'épuise, même si ça me pose des problèmes et cetera. Mais en fait, je vais vraiment aller au maximum de mes propres énergies. Et en fait, je me rends compte que je suis vraiment trop faible et que j'ai des pistes, mais que là, j'y arriverai pas toute seule, en fait. Ça fait des mois que je m'en sortais pas et je me dis: «Mais je peux pas continuer comme ça», alors qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider et qui peut avoir des clés en main. Mais le truc, c'est que depuis quelque temps, ça faisait quelques mois, quelques années que j'avais vraiment beaucoup moins confiance envers ma mère, des rapports tellement compliqués que je me voyais pas à chaque fois en fait de pouvoir argumenter quoi que ce soit dans mes recherches et cetera. Donc j'étais dans une situation où la relation était tellement compliquée que j'avais vraiment pas cette énergie à dépenser pour trouver des arguments, pour expliquer tout en détail, pour me faire reprendre toutes les 2 secondes. Donc c'était vraiment un stress et suite à cette discussion sur, malgré tout sur la génétique, bah, ça a changé pas mal de choses qui ont fait que, bah, du coup, je me suis dit: «Bon, pourquoi pas de réessayer de voir avec elle». Je lui ai expliqué aussi certaines choses importantes pour moi sur le fait, que j'ai besoin de pouvoir exprimer, certaines choses et pas être reprise, d'avoir mes propres avis même s'ils divergent des siens, qu'effectivement elle a eu des idées pendant longtemps et que moi j'ai dit non pendant, peut-être des mois, des années et que d'un coup aujourd'hui je dis oui et pas me reprendre, dans la tête par exemple: «Ah je te l'avais dit». Bref, lui expliquer que moi j'ai un besoin d'un temps pour tout, que j'ai besoin d'un temps pour être prête, que si un médicament il est très bien, enfin, il pourrait être parfait pour moi, mais que je suis pas prête, bah, je suis pas prête, en fait. C'est-à-dire que je vais pas me battre alors que je le sens pas et en fait, moi, je sens les choses à l'intérieur de moi, j'ai, des sensations qui sont hyper, puissantes et donc il y a des moments où je suis soit prête physiquement, soit pas prête, mais aussi mentalement et émotionnellement donc je lui parle de tout ça, dans cette discussion qui était, quand même assez particulière, mais qui était enfin dans l'échange et donc là je me dis: «Bon OK, on a repassé un cap, ça fait 6 mois qu'en fait on est obligé de se voir tous les jours par obligation, qu'on choisit en fait l'une comme l'autre, soit que ça se passe bien, soit que ça se passe mal parce que de toute manière on est obligé de se supporter». Et finalement, en fait, les choses, elles se sont améliorées et on a repris, on va dire, de la confiance, de l'écoute et de l'échange par cette obligation-là, par cette obligation d'être ensemble. Et donc du coup, là, je lui parle de ce fameux médecin belge, je lui parle des autres médecins, je lui parle que j'ai contacté aussi France Lyme, je lui parle que j'ai, eu d'autres contacts, bon bref, je lui parle de pas mal de choses et je lui dis: «Bon, bah, ça, je cherche ce médecin, j'arrive pas à le trouver. Je cherche ce traitement, j'arrive pas à le trouver. Je cherche nin j'arrive pas à le trouver» et cetera et cetera. Je lui envoie tout par message parce que du coup, c'est une façon on en a discuté un peu et en fait, c'était plus pratique pour moi et pour elle de s'envoyer en message plutôt que de se parler en direct. Parce que j'avais beaucoup de mal à pouvoir gérer une conversation,
verbal, c'est-à-dire que mon cerveau était un peu trop embrumé et donc du coup, je lui donne toutes ces infos-là et je sais que de son côté, quand elle sera dispo, elle jettera un coup d'œil ou pas et moi de mon côté, je continue à chercher ou pas. Du coup, finalement, à la fin du mois d'août, il y a quand même pas mal de choses qui s'améliorent. Il y a les relations familiales s'améliorent aussi, et on se dit: «Bon, bah, à partir en plus de septembre, mon auxiliaire va revenir et donc les choses devraient mieux se passer». Moi, j'avais vraiment, réorganisé ma vie vraiment tout à fait différemment pour que moi je gagne du temps, pour que je gagne de l'énergie, pour que j'ai des soins corrects. C'est-à-dire que tout ce qui peut me permettre d'aller mieux, ben, soit fait et surtout soit noté parce qu'en général, il y avait souvent des sortes de choses qui devaient être faites et qui n'étaient pas faites. Bref, et finalement je me disais: «Bon, bah, les choses vont normalement reprendre mieux en septembre et les choses vont, bah, se remettre en place toutes seules». Bien évidemment, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mon auxiliaire est revenu et là, catastrophe. Et donc la suite sera au prochain épisode. Là, ça commence à faire une vraie petite série, hein. De base, je voulais quand même faire juste un épisode, mais effectivement, il m'est arrivé tellement de choses que du coup, ça mérite plusieurs épisodes en plus. Je crois qu'en fait, ça va faire peut-être, un épisode par saison. Je pense qu'on arrive à peu près sur, cette énergie-là. Bref, je te souhaite donc une très belle nuit solaire, que tu vives de jour ou de nuit et je te dis donc à très bientôt pour le prochain épisode ou peut-être pas, on ne sait jamais avec moi.